Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout d'abord, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation et c'est avec un grand honneur que nous recevons ce soir le professeur Aimé Charles Nicolas. Il n'est pas tout seul, comme vous pouvez le voir. Donc, nous avons avec nous Maître Gérard Darlene Carter, qui sera le modérateur de notre soirée. Madame Ariane Jacobino, qui est médecin généticienne, et qui a une activité de recherche sur l'épigénétique. Tout cela pour nous parler de la thématique du mois, bien sûr, de l'esclavage. Et notre thématique ce soir, est-il nécessaire de connaître l'histoire de l'esclavage? C'est un thème qui nous a été proposé par le professeur Aimé Charles Nicolas. Je ne serai pas plus longue, je laisse la parole à Maître Gérard Darlene Carter qui va présenter à nouveau nos intervenants et bien sûr la soirée, la thématique de la soirée. Donc merci à vous d'être présents et bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Oui, bonsoir tout le monde. Il y a quand même quelques hommes dans l'assemblée. Parce qu'au début, j'ai eu peur, j'ai vu que des dames, comme chez le médecin, comme partout où il faut se soigner, où il faut acquérir de la culture, ce sont les épouses, les mères et les femmes qui sont là. Bravo messieurs, pour les quelques-uns qui ont fait l'effort. Madame Jacobino est médecin généticienne. C'est une personne excessivement agréable qui était venue pour le colloque, qui a participé à l'ouvrage collectif de l'association First Caraïbes à la suite du colloque qui avait été organisé par cette association. Elle est généticienne, comme on vous l'a dit, elle est agrégée à la faculté de médecine de l'université de Genève. Elle est membre des sociétés suisses, européennes et américaines de génétique humaine. Elle a une activité clinique. Je le précise parce que c'est pas simplement une théoricienne, c'est pas quelqu'un qui travaille uniquement dans les labos, comme je le disais hier soir encore, à découper des génomes de petites souris pour essayer de voir ce qui se passe quand elles sont perturbées par le stress ou bien par les produits chimiques. Et sa clientèle occupe 80% de son temps. Donc c'est sur le terrain, en laboratoire, en recherche et aussi sur le terrain qu'elle étudie les maladies génétiques et puis en parallèle, comme je me répète, de fortes recherches sur l'épigénétique. Elle est née en quelque part, elle a un certain âge, c'est pas la peine. Non, parce qu'on m'a demandé de faire un peu plus bref parce que bon, et elle explique que jeune, dans son ouvrage qui est écrit, alors son ouvrage, vous pouvez encore l'acheter. Son ouvrage est très, très intéressant. Il est aussi intéressant que celui collectif du professeur Charles Nicolas. Parce que la façon qu'elle a de nous faire comprendre ce que c'est que les gènes, l'épigénétique, c'est d'expliquer son parcours, son cursus, et comment elle est arrivée à s'intéresser, à se passionner même pour cette science, cette branche de la recherche médicale, assez pointu, assez sophistiqué, et qui explique et qui éclaire considérablement de choses, mais elle va vous le dire, donc je n'empiète pas. Ce que je vais quand même faire, que j'ai annoncé hier soir à la mairie de Fort-de-France, que j'ai pas fait, je vais vous faire je vais le faire tout de suite, ne les lisez pas. Vous voyez le nombre de points jaunes qui correspondent année par année aux publications scientifiques professionnelles, aux livres du groupe de recherche, ça s'appelle le groupe Jacobino Ariane génétique. Elle étudie les modulations épigénétiques. Je vous explique rien du tout. Elle va vous dire ce que c'est que tout ça. À la suite des facteurs environnementaux, je vous les donne et vous allez voir que c'est quelqu'un qui pèse lourd au niveau de la recherche internationale. Ne lisez pas, parcourez simplement et puis peu importe que les faits ne me reviennent pas, c'est que vous voyez la masse de documents d'année en année, la masse de documents, la masse de recherche, la masse de livres, la masse d'études publiées par le professeur Jacobino. Une petite citation d'elle quand même, d'une déclaration faite à l'occasion d'une ou d'une interview, comme vous voulez. Elle explique: entre le génome et le monde dans lequel nous vivons se joue donc une partie de ce que nous sommes et pouvons devenir. Le journaliste qui commente son bouquin
dit que c'est un livre digeste sur une matière aride dont le fil rouge est tout simplement celui de sa vie d'étudiante, comme je vous l'ai dit, puis de chercheur, de chercheuse, de mère et de médecin. Pour cette généticienne, l'inné pèse autant que l'acquis. Cela permet aux gens de ne plus subir complètement telle ou telle situation, mais de se réapproprier un rôle. Je veux faire du sport, etc. On va voir comment on applique tout ça à l'esclavage, aux traumatismes divers, et vous l'expliquera. Vous connaissez le professeur Charles Nicolas. Il déteste quand je dis ça, mais je le redis, au point de l'agacer. C'est l'un de nos héros. Et pour le taquiner, je vous rappellerai un article de l'Express, l'Expansion de 2012, c'est déjà vieux, mais c'est parce que c'est vieux que c'est intéressant, ce qu'il croyait qu'on aurait oublié, qui le cite parmi les 10 scientifiques les plus en pointe de la Martinique en disant de lui, Aimé Charles Nicolas est psychiatre, professeur au CHU de la MENA. Il s'est fait connaître par une étude qui montre paradoxalement que la prise excessive de drogue, cocaïne, crack, traduit une très forte envie de vivre. Alors quand on a garé comme nous sur la place de l'église et qu'on a suivi la rue et qu'on a dit bonjour gentiment à une demi-douzaine de garçons qui étaient sous l'emprise de produits illicites, on voit comment nous sommes peut-être concernés par le travail colossal que Charles Nicolas a fait, et je profite de l'occasion avec Madame Nomal que vous voyez assise là-bas, qui est la cheville ouvrière du travail que nous faisons, qui sans elle on ne ferait rien, n'est-ce pas, sans Nelly, tant au niveau de l'attrait, tant au niveau de ces différentes associations que de la rencontre que nous avons fait ce soir. Je voulais, à l'une de ces réunions plus intimes que les grandes messes que nous faisons à Fort-de-France ou ailleurs, lui rendre hommage, parce que je l'ai assez timide, voir elle est en train de s'enfoncer, faire semblant de jouer avec la petite fille. Alors, ce bouquin, très rapidement, il ressort du colloque qui s'est passé à la Martinique et en Guadeloupe, souvenez-vous, et d'ailleurs c'est le titre du livre, l'esclavage, quel impact sur la psychologie des populations. Alors, il va vous expliquer que c'est la rencontre de paquets de scientifiques. Et d'ailleurs, dans son ouvrage, Madame Jacobino explique comment elle-même, à son arrivée à ce colloque, a été émerveillée par la présence de telles sommités, n'est-ce pas, docteur? Émoustillée même, et émue, elle explique, de tout, oui, qui partageait la passion de la population et tout ça. Alors nous-mêmes, nous sommes à moi, le professeur est à sa 150e conférence, enfin, dans le cycle qu'on a commencé, on a notre 3e ou 4e, on en a encore 3 ce mois-ci. Si Nelly me redonne la liste des 3 autres je vais vous citer, et puis notre colloque du mois d'octobre. Je vais passer la parole au professeur Jacobino, puisque je reviendrai enfin pour faire une petite communication sur la résistance des esclaves. D'accord. Voilà, bonsoir. Avant de vous laisser plus émoustiller par le professeur Charles Nicolas, je vais vous parler de génétique et puis d'épigénétique. Et on va voir comment finalement l'esclavage peut être mis en lien avec ces nouvelles connaissances, c'est-à-dire avec l'épigénétique, et comment la notion de traumatisme qui s'inscrit dans l'ADN ou dans le génome comme une sorte de mémoire cellulaire peut se retrouver avec l'esclavage. Alors, juste pour resituer, au niveau de notre code génétique, de notre ADN, les êtres humains sont identiques à 99,5%. Notre ADN, c'est le code barre qui fait ce que nous sommes, où on va voir comment une partie de ce que nous sommes, mais en gardant en mémoire que finalement les différences entre les individus à travers les différentes parties du monde, du point de vue génétique, sont quasiment négligeables, puisqu'il y a 0,5% de variation entre les individus qui peuvent donner lieu à des maladies génétiques ou simplement à des petites variations qui nous différencient les uns des autres. On a longtemps eu l'habitude en génétique de faire la différence justement et de séparer ce qu'on considérait comme purement génétique. On parle des maladies génétiques comme la mucoviscidose ou d'autres maladies, la chorée de Huntington, plus rares. Et de l'autre côté, on mettait les maladies qu'on considérait comme environnementales, qui peuvent être les maladies infectieuses, l'exposition à des toxiques, à des poisons, la responsabilité de notre mode de vie ou encore les traumatismes. Et on avait l'habitude de séparer ces deux pôles en disant finalement ce
qui est génétique ne subit pas vraiment l'influence de l'environnement. Et au contraire, ce qui est environnemental, si on attrape une maladie infectieuse, ça n'a pas vraiment de lien avec notre fond génétique. Et on va voir que bien au contraire, cette séparation n'a pas lieu d'être et que les deux choses sont profondément liées. Alors l'épigénétique, par définition, c'est des modifications qui sont réversibles et c'est pas la séquence ADN ou le code barre qui est modifié, mais c'est la manière dont le code barre va fonctionner. C'est la manière dont nos gènes vont fonctionner, dont ils sont exprimés et la manière dont ils vont travailler. Ces changements sont réversibles et ils traversent les divisions cellulaires. Quand on est un embryon, on est fait de quelques cellules et petit à petit, au fil de notre développement, on va devenir de plus en plus de cellules et les modifications épigénétiques qu'on aura subies en fonction de notre environnement vont passer dans les différentes cellules issues de ces premières cellules qui nous fabriquent. Il existe différents types de modifications épigénétiques. La mieux connue, la seule dont je vais parler, c'est la méthylation de l'ADN. Et c'est celle-là dont on va voir qu'elle est à la base de ces cicatrices qui peuvent être liées à certains traumatismes. Donc grâce à l'épigénétique, depuis 5-8 ans, on comprend comment finalement les différents environnements dans lesquels on va être immergé peuvent venir modifier la manière dont notre génome, dont notre ADN fonctionne. On peut comparer ça à une partition musicale et se dire que la partition, c'est le code génétique et la manière dont la partition va être jouée, l'intensité de la musique, la manière dont l'orchestre va interpréter cette musique, ça, c'est l'épigénétique. Donc, si on regarde la double hélice, qui est le code génétique avec les 4 lettres A, T, G, C, la méthylation de l'ADN, c'est simplement quand les lettres C ont une petite modification chimique qui fait que si on imagine que c'est un gène, quand il n'y a pas de méthylation, quand il n'y a pas de modification épigénétique, le gène fonctionne à 100%. On dit que le gène est actif, il est pleinement fonctionnel, comme si la musique était jouée à tue-tête ou à plein volume, ou si la lumière était allumée. Si par contre il y a une méthylation de l'ADN, on va voir en fonction de l'environnement dans lequel on se trouve, le gène est silencieux. La musique ne peut pas être jouée ou l'orchestre est silencieux et c'est comme si la lumière était éteinte. Et c'est finalement l'alternance entre ces deux types de fonctionnement, silence ou activité, musique ou silence, qui est l'épigénétique. Donc on comprend comment l'environnement, via l'épigénétique, va agir sur notre génome et au niveau de l'organisme, pas seulement au niveau de l'organisme humain, mais d'autres espèces, des mammifères, des plantes. Grâce à l'épigénétique, grâce à ces modulations de l'intensité du fonctionnement de nos gènes, l'organisme va pouvoir tenter de s'adapter à son environnement, donc un système qui est dans la plupart des cas bénéfique, qui donne une marge de manœuvre pour essayer de s'adapter si l'environnement se modifie, mais que ça peut être aussi à la base, quand la capacité d'adaptation est dépassée, d'un certain nombre de maladies ou de problèmes de santé ou de vulnérabilité. Donc c'est un nouveau mécanisme qu'on comprend comme pouvant être à l'origine aussi d'un certain nombre de maladies. Notre génome est une information statique, fixée, qui est là de la naissance à la mort, et l'environnement, avec l'épigénome, ça va être l'exposition à des toxiques, à des alimentations différentes, des modes de vie, des stress psychologiques et différents paramètres. Mais ça veut dire aussi, et je vais passer à travers un certain nombre d'expériences que je vais vous décrire, qu'on va essayer pour comprendre ces modifications de s'intéresser au type d'exposition, que ça soit justement des perturbateurs endocriniens, des aliments, des facteurs de stress ou des traumatismes. Quels sont ces facteurs? Quelle est la quantité d'exposition à partir de laquelle on a ces modifications et on a un dysfonctionnement de notre génome? Et puis, à quel moment on est exposé et à quel moment on peut observer les pires conséquences. Et on va voir que la période d'exposition qui va de la conception on considère les 1000 premiers jours de vie, c'est-à-dire de la conception jusqu'à l'âge de 2 ans, est une période particulièrement sensible, mais c'est pas la seule. Alors pour commencer, une expérience qui nous met directement face au traumatisme, au stress psychologique. C'est une expérience où des femelles singes ont été observées. Et chez les singes, il y a différents rangs de dominance. On peut être dominé, un peu dominé, ou au contraire être le dominant.
Et les chercheurs se sont intéressés aux modifications épigénétiques chez ces femelles singes en fonction de leur rang de dominance ou de dominer. Et à la clé, il y avait la nécessité d'observer si certaines de ces femelles avaient plus de problèmes de santé que les autres. Et ce qu'ils ont constaté, c'est que finalement, le fait d'être dominé va de pair avec le fait d'être plus souvent agressé, maltraité, de faire les corvées, et que ça allait avec une modification épigénétique qui touchait presque 1 millier de gènes de ces femelles qui ont un génome à peu près aussi grand que le nôtre, soit 20-25 000 gènes environ. Donc que la modification épigénétique dans ces gènes permettait d'expliquer les moindres défenses immunitaires, les hormones de stress plus élevées, le fait que ces femelles avaient une longévité diminuée. Donc on voit là déjà le lien entre l'environnement en termes de stress ou de position dans la colonie et puis les maladies qui peuvent en découler. Donc on a développé un concept qui s'appelle l'origine développementale des maladies adultes et qui commence à être vérifié pour passablement de maladies, où finalement on considère un certain nombre d'expositions dans la petite enfance ou la période prénatale, les modifications épigénétiques qui vont découler de ces expositions, et puis le rôle que ça joue dans des maladies que les généticiens n'ont jamais comprises, qui sont des maladies qu'on décrit comme complexes, multifactorielles, hétérogènes, mais qui sont finalement les maladies qui nous touchent, qui nous font mourir, qui nous font vieillir, et souvent par lesquelles on meurt. On parle d'hypertension, de diabète, d'obésité, de maladies psychiatriques, d'addiction, de cancer et de toutes ces maladies qui sont difficiles à expliquer. Un autre exemple, mais cette fois-ci historique, qui est celui de la famine durant la Deuxième Guerre mondiale en Hollande, dans les années 44-45, donc à la fin de la guerre. La population avait été soumise à une restriction alimentaire drastique, avec des restrictions caloriques qui allaient jusqu'à moins de 700 calories par jour, et qui touchaient aussi évidemment les femmes enceintes dans cette population. Mais ce qui a été observé, c'est que les descendants de ces femmes enceintes exposées à cette restriction calorique, curieusement, ces descendants, à l'âge adulte, ils ont justement développé beaucoup plus souvent que les autres des obésités, des diabètes, de l'artériosclérose, des maladies psychiatriques comme la schizophrénie, et que c'était beaucoup plus important dans ce groupe de population. Alors les généticiens, les épigénéticiens se sont intéressés à aller faire des analyses dans le génome de ces personnes en se disant mais finalement est-ce qu'il y aurait un lien de cause à effet entre ce qu'ils ont vécu avant même d'être nés et puis les manifestations ultérieures en termes de maladies. Et effectivement, il a été démontré qu'il y avait des modifications épigénétiques dans des gènes qui étaient spécifiquement liés au métabolisme des graisses, à l'insuline, donc au diabète et aussi à la neurotransmission, donc ce qui pouvait se passer dans le cerveau et expliquer ou donner un risque de développement de maladies psychiatriques comme la schizophrénie à l'âge adulte. Donc ça a permis de revisiter aussi certaines maladies psychiatriques ou troubles neurodéveloppementaux qu'on n'arrive pas à expliquer, la schizophrénie, l'autisme, l'hyperactivité et des troubles de ce type en se disant finalement il n'y a pas que le génome qui n'arrive d'ailleurs pas à expliquer, mais il y a l'environnement, et l'environnement dans toutes ses formes. Il y a l'environnement psychosocial, il y a l'environnement chimique, ce à quoi on est exposé comme pesticides, perturbateurs endocriniens, médicaments ou autres substances, mais il y a aussi le mode de vie, l'alimentation, l'activité, et il y a les traumatismes. Donc si ça intervient, s'il y a des perturbations pendant certaines étapes du neurodéveloppement, ça pourrait être un des facteurs permettant de comprendre le développement ensuite de maladies, donc de dysfonctionnement au niveau du cerveau. Alors une expérience intéressante avec des souris, mais on va voir qu'on se rapproche un petit peu aussi du thème qui nous intéresse. C'est des souris qui sont conditionnées à la peur, c'est-à-dire qu'on va les soumettre à une odeur, c'est pas l'odeur d'un prédateur, c'est pas une odeur dont elles ont peur naturellement, c'est une odeur d'orange, c'est l'acétophénone, une substance chimique qui a plutôt une odeur agréable. Mais simplement, on les fait sentir cette odeur et on leur donne un choc électrique en même temps. Et petit à petit, elles vont être conditionnées, quand elles sentent cette odeur, à avoir une réaction de crainte.
Suite à ce conditionnement, les chercheurs sont allés analyser l'ADN de leurs spermatozoïdes et ont trouvé qu'il y avait bien des modifications épigénétiques dans des gènes des récepteurs à l'olfaction. Donc que cette odeur associée à un choc électrique avait bien induit quelque chose au niveau de l'ADN. Plus loin, ils sont allés voir si, en accouplant ces mâles conditionnés à la peur à des femelles qui n'avaient rien à voir, qui n'avaient été soumises à aucun stress, ce qu'il en était de la descendance. Et ils se sont rendus compte que les souriceaux issus de ces accouplements, rien qu'en sentant l'odeur, ils avaient la réaction de crainte, alors qu'eux-mêmes n'avaient pas été conditionnés par le choc électrique. Ils ont fait ça encore une génération après, en recroisant ces animaux qui n'avaient pas été exposés eux-mêmes à des femelles, et ils se sont rendus compte qu'encore chez les petits-enfants, donc une génération après, on retrouvait cette réaction de crainte. Alors pour aller plus loin, ils se sont dit que finalement, peut-être le fait d'être dans les mêmes cages ou d'avoir été dans l'environnement des mâles qui avaient été conditionnés à la peur pouvait, par un phénomène un peu éducatif ou environnemental, les avoir conditionnés en quelque sorte à cette réaction de crainte. Alors ils ont pris les spermatozoïdes, en haut ceux qui avaient ces modifications épigénétiques, et ils ont fait de la fécondation in vitro chez les souris et replacé les embryons chez des femelles pour obtenir des grossesses, et ils se sont rendus compte que les enfants issus de ces gestations qui n'avaient jamais connu leur père avaient la même réaction de crainte simplement en sentant l'odeur. Donc bien quelque chose qui s'était inscrit dans l'ADN comme une cicatrice et qui avait traversé les générations. Voyez un peu où on veut en venir avec ce raisonnement. Et puis là, c'est des expériences, des études auxquelles j'ai participé qui touchent cette fois des individus, donc des humains. La première était un projet de psychiatrie où c'est-à-dire les psychiatres, moi j'étais la généticienne de l'équipe, et ils ont choisi 200 individus qui avaient ou non subi des maltraitances dans leur enfance. C'était des adultes, mais par des questionnaires, il avait pu être décodé qu'ils avaient subi un certain type, une certaine sévérité de maltraitance en gradant la sévérité, le nombre d'épisodes, que ça soit des abus ou de la violence. Moi, je recevais l'ADN, donc le sang à partir duquel je faisais l'extraction d'ADN, et à l'aveugle, je faisais les analyses épigénétiques en cherchant dans des gènes impliqués dans la neurotransmission, donc dans le fonctionnement du cerveau, s'il n'y avait pas des modifications qui auraient pu finalement s'inscrire, bien qu'on soit à distance dans le temps, suite à ces maltraitances. Et puis on a mis ensemble les résultats et on s'est rendu compte que, effectivement, il y avait non seulement présence de ces marques chez ceux qui avaient été maltraités, mais qu'il y avait un degré proportionnel de modification épigénétique proportionnel à la sévérité de la maltraitance subie par ces individus. Donc là aussi, qu'il y avait quelque chose qui s'était inscrit au-delà du cerveau, mais qu'on retrouvait même dans l'ADN du sang circulant. On avait pris la précaution de s'assurer qu'il n'y avait pas d'association ou que les résultats n'étaient pas biaisés par les médicaments que prenaient les sujets, la consommation d'alcool ou d'autres substances. Donc on a nettoyé pour être aussi pur que possible en éliminant les autres facteurs confondants. On se trouvait bien avec des analyses effectuées dans le sang et à distance d'en tout cas 2 décennies des événements. Et puis j'ai eu aussi la possibilité de participer à un projet de recherche sur des personnes au Rwanda qui avaient été exposées au génocide. Le génocide au Rwanda, il était en 1994. Et en quelques mois, il y avait, pour raconter brièvement, 1 million de morts, principalement des Tutsis. Une année plus tard, dans la population du Rwanda, on considérait qu'entre 50 et 60% des jeunes Rwandais avaient un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique. Et puis en 2011, soit 6 années après, encore 20% de la population avait un diagnostic de stress post-traumatique, donc subséquent à ce qu'ils avaient vécu. Et c'est là qu'on a lancé ce projet de recherche et qu'on a commencé à récolter du sang et de la salive de 25 femmes qui avaient été exposées de manière directe au génocide par le meurtre de quelqu'un de proche, en général leur conjoint. Et puis on a collecté aussi du sang et de la salive des femmes rwandaises, 25 aussi, pour avoir 2 groupes de la même proportion, qui vivaient dans le même pays mais n'avaient pas directement été exposés au génocide, donc non traumatisés. On a pu aussi, on était à distance des événements, obtenir du sang et de la salive de leurs enfants, qui étaient nés, qui avaient grandi suite à ces grossesses chez des femmes traumatisées ou non traumatisées.
Et on s'est rendu compte, donc là aussi à 15 ans des événements, qu'on avait des modifications épigénétiques qui étaient reconnaissables entre les femmes traumatisées et leurs enfants qui avaient hérité des mêmes marques par comparaison avec les femmes non traumatisées et leurs enfants. Et on avait aussi un reflet dans le dosage du cortisol salivaire. Le cortisol, c'est l'hormone du stress qu'on avait pris un jour dans la salive, comme ça, un jour tout venant, le jour où la collecte de salive était faite, et que basalement, ces individus avaient un cortisol plus élevé que leurs congénères qui étaient issus de grossesses non exposées à des traumatismes. Un troisième exemple, c'est celui de patients à peu près 350 avec différentes pathologies psychiatriques, là aussi qui avaient subi des maltraitances dans leur enfance, de nouveau avec une gradation, de nouveau avec des questionnaires. On a ciblé le même type d'analyse, un autre gène d'un récepteur à la sérotonine, de nouveau, c'est un récepteur qui est candidat pour être impliqué dans un certain nombre de maladies psychiatriques. Et on a bien retrouvé ce qu'on avait retrouvé quelques années auparavant, que les personnes maltraitées en fonction du degré de maltraitance avaient des modifications plus importantes dans les gènes que ceux qui n'étaient pas maltraités ou moins maltraités. Et que c'était présent non seulement chez les individus, mais au travers des différents groupes de pathologies psychiatriques, et que la sévérité de leur maladie était associée à la sévérité des maltraitances qu'ils avaient subies. Voilà. Et puis une dernière étude, juste pour mentionner, où on a pu associer l'imagerie cérébrale dynamique, donc voir dans le cerveau comment les choses se passaient. Chez des personnes, c'était des femmes qui avaient subi des violences avant même la conception de leur enfant, et on les soumettait à des tests de séparation de leurs enfants, des tests expérimentaux où on les sépare juste pour l'expérience, mais on pouvait voir avec l'imagerie en temps réel dans le cerveau ce que ça déclenchait et démontrer qu'il y avait bien une dérégulation émotionnelle associée à des modifications épigénétiques et à un fonctionnement différent du cerveau chez ces femmes. Alors vous voyez où on voulait en venir à la question de l'esclavage et de ces personnes qui ont vécu non seulement la famine, mais aussi les violences, mais aussi les abus, aussi le travail exténuant. Et le parallèle est facile à faire en se disant, finalement, de tous ces traumatismes, non seulement physiques, mais psychologiques, on peut tout à fait déduire qu'il y a eu un impact en termes d'épigénétique et à la clé, certainement, non seulement une vulnérabilité psychologique, mais aussi au niveau de l'organisme, un certain nombre de maladies qu'on pourrait peut-être ou qu'on retrouve chez les descendants de ces personnes, même si on se situe à plus de 10 générations des événements. On sait qu'il y a un certain nombre de maladies, en tout cas aux États-Unis, chez les Afro-Américains, qui sont bien plus présentes dans ce groupe de population que chez les non-Afro-Américains, non descendants d'esclaves. On sait aussi que les modifications épigénétiques peuvent être induites par ce qu'on appelle l'adversité socio-économique, par la vulnérabilité socio-économique, avec le risque de développement de maladies et une longévité diminuée, un certain nombre de maladies qui sont associées à ce type de situation. Donc oui, l'esclavage, la maltraitance, le harcèlement, la violence induisent des modifications épigénétiques. Oui, à la clé, il y a des dysfonctionnements, il y a des problèmes de santé, il y a des vulnérabilités psychologiques, mais il y a aussi des choses qu'on peut faire. Il y a aussi une manière de réverser ces modifications. Comme je l'ai dit au début, elles sont réversibles par définition. On peut les effacer et c'est la question qui se pose, c'est maintenant comment faire, maintenant qu'on sait identifier ces marques, c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment on peut aller plus loin que simplement de les constater. Donc l'épigénétique n'est pas un destin, c'est quelque chose qu'on peut constater et qui peut démontrer ce que les individus ont vécu en termes de traumatisme et de traumatisme psychologique. Et puis on sait qu'il y a des transmissions au travers des générations, des impacts émotionnels ou des impacts traumatiques. Donc on doit agir, on doit faire quelque chose, on ne doit pas simplement constater ces modifications et puis on doit essayer de repenser, pour moi en tout cas en termes de santé publique, les inégalités en termes d'environnement naturel auquel on est exposé, communautaire et des déterminants sociaux ou des maltraitances auxquelles on peut encore avoir affaire. Voilà, en termes d'introduction.